La chaîne de valeur, là je vais te laisser la main parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Merci infiniment à tous les deux d'être sur ce plateau. Je vais dire tous les trois, mais vous allez comprendre dans un instant que l'un d'entre vous ne peut pas être présent aujourd'hui. Laurent Mercier, Head of French Market, comme on dit en bon français, LMEP, et Julien Serraki, président CNCGP. Et puis Daniel Collignon, je ne sais pas si on peut vous voir à distance, on vous salue en tout cas, directeur général de Spirica. Vous êtes, voilà, on vous voit et on vous laissera intervenir tout à l'heure. Vous n'êtes pas sur ce plateau avec nous pour des raisons sanitaires, notamment pour le fait qu'on ne peut pas être trop nombreux autour de ce plateau. La chaîne de valeur, c'est toi, Philippe, qui a beaucoup de choses à dire et beaucoup de questions à poser, je crois. Oui, et c'était un thème qui aussi est cher à Daniel. Alors, Daniel peut intervenir ou pas Mais il peut intervenir à n'importe quel moment, absolument. Daniel, ravi que tu sois là. La première question, forcément, sera pour toi. Dans l'idée de cette thématique-là, c'est qu'il y a, dans le monde du conseil en gestion de patrimoine, il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants à cette chaîne de valeur. Et la question est de savoir si cette chaîne de valeur aujourd'hui est respectueuse de l'intérêt de chacun, permet à chacun l'investissement. Est-ce qu'il y a des distorsions qui sont notables? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont à noter par rapport à ce qui s'est fait avant? Et je vais d'abord laisser la parole à Daniel. Daniel, et toute l'expérience que tu peux avoir sur le marché de la distribution d'assurance vie sur le marché français, ma première question est de savoir, si je prends la chaîne de valeur, j'ai un dépositaire ou un assureur ou banquier, j'ai un gestionnaire et un conseil. Est-ce que l'évolution de cette chaîne de valeur est sensible? Où on en est aujourd'hui? Finalement, faire un bilan de cette chaîne de valeur en France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis un peu isolé parce qu'on m'a testé, j'étais positif. Donc, je ne voulais pas polluer mes autres comparses dans ce débat. Mais je suis en pleine forme, sans problème. Donc, si on revient à la notion de chaîne de valeur, c'est vrai que le problème a été soulevé récemment par les pouvoirs publics et depuis beaucoup plus longtemps par certaines associations de consommateurs qui considèrent que les produits d'épargne sont beaucoup trop chers, et en particulier le PER, avec des additions de frais sur encours. Vous connaissez tous PRIPS, les DIC, alors qui ne s'appliquent pas aux contrats de retraite, mais qui s'appliquent à l'ensemble des autres contrats d'assurance vie, et qui mettent évidemment en évidence des frais qui peuvent aller jusqu'à 3% sur les encours. C'est vrai que 3% quand le rendement des fonds euros tourne légèrement au-dessus d'1%, ça fait beaucoup. Alors 3%, ça ne s'applique pas aux fonds euros, Dieu merci, mais pas mal aux unités de compte. Alors pourquoi? En fait, il y a une chaîne de valeur dans la création d'un produit qui est large. Alors, est-ce que large veut dire justifié? C'est ce dont on va débattre aujourd'hui. Si on prend donc un contrat d'assurance vie, premier intervenant, l'assureur. C'est difficile de faire un contrat d'assurance vie sans assureur, d'autant que une des valeurs ajoutées de l'assureur, au-delà des fonctionnalités qu'il met dans le produit, mais ça on peut en discuter, c'est les fonds propres qu'il met à disposition de ses clients pour garantir leur épargne, donc quelque chose d'important, et qui dit fonds propres dit rémunération des fonds propres, d'où rémunération de l'assureur. Après, on décline, selon les cas, cette chaîne de valeur en passant par une plateforme. Bon, là, on est au cœur du sujet. Cette plateforme apporte une valeur ajoutée qui peut être très diverse. Parfois, ce n'est juste qu'une chambre d'enregistrement. Le plus souvent, c'est une structure d'animation commerciale, voire de gestion pour le compte d'eux. Et donc, cette structure intermédiaire génère aussi un besoin de marge pour couvrir les frais qu'elle engage et rémunérer le service. Oui, tout à fait. La plateforme, donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est Norcia. Norcia, par exemple, qui va apporter un service à l'assureur avec lequel il travaille, ou alors apporter un service au conseil avec lequel il travaille. Tout à fait. Alors, petit problème de liaison, évidemment. C'est une valeur ajoutée en termes de conseil. Daniel, je vous laisse conclure, Daniel Collignon. Oui. Donc, je disais, on va passer directement, et je ferai un petit tour en arrière en quelques secondes, au CGP, donc au conseil final, qui a évidemment une forte valeur ajoutée auprès de son client, mais on passe aussi par la case de service avec deux niveaux, l'asset management ou la location d'actifs, et les services du style agrégateur ou autres services dans la gestion du contrat.
Et là, il y a aussi des parts de valeur ajoutée significatives, en particulier au niveau d'asset manager, sur lequel, effectivement, dans le cadre de PRIPS, ça peut faire jusqu'à 2/3 du coût total du contrat d'assurance vie. Donc, des questions qui se posent effectivement. Voilà pour être résumé. D'accord. Et dans l'évolution, si on doit reprendre cette notion d'évolution, est-ce que Daniel, tu vois une évolution dans toute la commercialisation d'un contrat d'assurance vie sur les X dernières années, quelque part d'une répartition plus importante de la chaîne de valeur, enfin de cette valeur vers un des maillons? Alors, très clairement, oui, il y a une évolution qui est sous-jacente, alors qu'on voit apparaître à droite à gauche, mais aujourd'hui pas de manière très très forte en France, c'est court-circuiter, je suis désolé de le dire, parce que je sais qu'il y en a dans la salle qui nous écoutent, mais c'est court-circuiter la case asset management. Et c'est ce qu'on trouve à travers l'offre ETF, dans lequel on a des produits donc, qui sont des produits indiciels purs, pour lesquels le coût de gestion de ces produits est de l'ordre de 10 centimes, comparé souvent à 50 ou 2% sur des OPCVM, donc un changement tout à fait notable, et au-dessus, une couche allocation qui elle, rémunère un vrai service, qui est le choix de l'allocation. Et donc, on arrive à réduire très significativement le coût. Alors après, la vraie question est de savoir si réduire ce coût, ça veut dire réduire le service ou pas. Alors, en quelques mots, moi, je suis prêt à payer 2% de plus pour avoir un bon OPCVM qui me rapporte plus que l'indice de référence ou qui va me faire chercher des choses qui sont différenciantes sur le marché. Par contre, payer 2% pour un OPCVM qui fait une pseudo-gestion indicielle, ou qui s'en écarte pas beaucoup, et qui rapporte 3% de moins d'indice, c'est vrai que la question se pose. Ouais, Alors, vous restez avec nous, Daniel Collignon, vous interviendrez encore tout à l'heure. On va laisser la parole à nos autres invités quelques instants. Le sondage en ligne qui vous concerne tous derrière votre écran, avez-vous conscience de l'importance de la chaîne de valeur dans votre domaine? Vous répondez oui ou non, c'est tout simple et je relayerai le résultat d'ici quelques minutes. Philippe. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Laurent. Il poser la même question d'une manière différente. Donc, Laurent, tu travailles pour la Mondiale Europartenaire. La Mondiale Europartenaire travaille, alors je ne vais pas dire sur toute l'Europe, mais vous travaillez sur pas mal de pays européens, des anglo-saxons d'ailleurs, enfin, même si vous avez mis en renouf la partie Royaume-Uni, mais aussi des latins. Et on parlera des systèmes de rémunération qui vont avec. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale en termes de distribution entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal? Bonjour Emmanuel, bonjour Philippe. Oui, il y a une différence qui est fondamentale. Alors, donc, le marché italien, pour les assureurs luxembourgeois, c'est 20%, le marché UK, c'est 10%. Le marché français, c'est 50%. Donc, je vais vous faire un focus sur l'Italie et puis sur l'Angleterre. Donc, juste un flashback sur l'Italie. Donc, il faut comprendre qu'avant la réforme, qui date d'à peu près de 2005-2010, les banques universelles avaient 100% du marché. Donc, le régulateur a voulu imposer plus de transparence, plus de concurrence, avec de fortes exigences réglementaires. Ça se traduit concrètement par de la transparence sur les frais, pas de rétrocession, la mise en place de clean share. Pas de rétrocession ? Pas de rétrocession marché italien. Pas de rétrocession marché italien, pas d'incentive. Et ce que voulait le régulateur, c'est qu'il y ait une ouverture des banques vers la distribution multi-assureurs. Historiquement, le banquier vendait le produit de sa compagnie. Ce qui est un peu le cas en France aujourd'hui, encore quelque part. Oui, c'est encore un peu le cas, mais on travaille, vous savez, la Mondiale Europartenaire est partenaire principal de l'ensemble des acteurs bancaires français. Et c'est vrai que l'ensemble des banques, aujourd'hui, sont quand même en architecture ouverte, particulièrement sur la gestion de fortune. C'est assez ouvert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Revenons en Italie. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'apparition d'un acteur, et toi, ça va te faire rêver, Philippe, une sorte de grosse plateforme. Un master broker. Un master broker, voilà, qui concentre 80% du marché. Donc, il faut imaginer un super Norcia, donc, qui va collecter les informations des assureurs, qui va collecter les informations des asset managers, et qui va réinjecter toute cette donnée dans le système d'information des banques. Et donc, qui va pouvoir offrir aux banquiers l'accès à l'ensemble des assureurs et des asset managers luxembourgeois et mondiaux pour les assets. Donc, il faut imaginer un acteur plateforme qui concentre 80% du marché. Tous les assureurs sont plugués sur cette plateforme, tous les asset managers sont plugués sur cette plateforme. Cette plateforme, elle traite les données informatiques, elle traite les données administratives pour les banquiers,
et qui donc sont en capacité de respecter les contraintes d'ouverture. Voilà. Et est-ce que le frais, moi je te coupe, est-ce que la notion de frais ou est-ce que la répartition de la marge, elle est différente en Italie qu'en France ou... Alors, là, ça va moins te faire plaisir. Ce travail de master broker, il est réalisé avec quelques bips, j'ose à peine le dire parce que ça va choquer, mais c'est une stratégie de volume. Donc, cette plateforme a vraiment adopté une stratégie de volume à 80% du marché. Donc, pour un coût vraiment très faible, elle rend ce service. Et si on regarde du côté du client final, avant et après réforme, il y a peu de différence. Même, il n'y en a pas. Donc, le client ne paye pas moins cher, ne paye pas plus cher. C'est à peu près la même chose. Ça va vous faire plaisir. 86% de ceux qui nous regardent ont conscience de l'importance de la chaîne de valeur. Donc, tout va bien. Une dernière question à Julien Serracchi avant qu'on marque une petite pause. Parce que Julien, merci d'être là. Donc, Julien, président de la CNCGP, donc forcément représentant de la profession du conseiller en gestion de patrimoine en France, et tu participes d'ailleurs à tous les échanges qu'il peut y avoir au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux schémas de facturation, pas de facturation, mais de rémunération du conseil. Le système français sur les commissions, dont Daniel a parlé, le système typiquement italien où il n'y a plus de rétrocession. Alors je suis très étonné d'ailleurs que voir finalement ça ne coûte pas moins cher pour le client d'être dans un schéma-là. Qu'est-ce qui se dit au niveau européen? Est-ce qu'il y a une tendance? Il y a un rapport d'ailleurs du KPMG qui est sorti. On ne peut pas le dire peut-être. Alors, l'exemple italien n'est pas le bon parce qu'ils ont des rétrocessions sur les instruments financiers. Après, à ma connaissance, ils n'en ont pas sur les frais du contrat. Donc il faut bien distinguer le côté... Tu as des frais d'arbitrage qui sont très chers. Non, mais il faut bien que le marché italien, ça reste un marché pour les instruments financiers qui fait partie, on va dire, des marchés commissions. Les marchés qu'on donne typiquement en exemple pour les marchés honoraires, parce que là, pour le coup, ils sont strictement honoraires, c'est les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Oui, c'est les Pays-Bas qui sont à l'origine de... Et c'est les Pays-Bas qui sont à l'origine, et la Grande-Bretagne également, de ces discussions qu'on retrouve au niveau européen pour interdire les systèmes basés sur les commissions. Moi, je ne suis pas pour un système plutôt que pour un autre, je suis pour la liberté de choix. C'est ce que j'explique toujours. Je dis qu'il faut laisser le choix au client d'être facturé finalement comme il en a envie, et puis laisser le choix au CGP de mener ses affaires comme il le souhaite. Ouais, effectivement, c'est comme sur les PER dont on parlait qui sont chargés à 3%. Le leitmotiv qu'on avait, c'est qu'effectivement, c'est de dire qu'un PER est transférable. Si vous trouvez que votre PER est trop chargé, transférez-le. Bon, après, là, peut-être que les clients ne sont pas forcément toujours au fait de la manière dont on est rémunéré. Alors si, parce que la transparence est totale dans les deux systèmes de toute façon aujourd'hui. C'est les directives MIF2 et les directives DDA, elles imposent une transparence totale. Donc la question de la transparence qui pouvait se poser il y a quelques années n'existe plus aujourd'hui. Au niveau européen, les choses ont un peu changé. C'est ça qui est intéressant, je crois. C'est qu'avant, l'ESMA, donc l'AMF européen, ou l'EIOPA, la CPR européen, avait clairement une tendance à vouloir interdire les rétrocessions, la rémunération par rétrocession. Et puis, quand on voit les dernières publications de l'ESMA et de l'EIOPA, on voit qu'on n'est plus du tout sémantiquement dans l'interdiction, on est dans la justification. C'est ce qu'ils appellent le value for money. Ils vous disent, si vous percevez des rétrocessions ou des commissions, il faut le justifier. Nous, il n'y a aucun problème pour le justifier. Et les exemples qu'ils donnent, c'est assez drôle, sont des exemples pratiques, et c'est le métier de CGP. Donc nous, ça nous arrange très bien. On a fait une étude, tu l'as rapidement évoqué, avec KPMG, on leur a demandé de comparer les pays qui fonctionnaient par commission et les pays qui fonctionnaient par honoraire. Ça, c'est intéressant. Pardon ? Ça, c'est intéressant, oui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses dont tout le monde parle depuis longtemps, mais on n'avait pas de chiffres. Et là, KPMG donc, a fait cette étude européenne, en a fait une autre d'ailleurs sur le marché spécifique allemand qui arrive exactement aux mêmes conclusions. Et les conclusions sont assez simples. 1, quand vous êtes 100% en honoraire, il y a un advice gap, c'est-à-dire qu'il n'y a que les plus riches qui peuvent se payer des honoraires. Première conclusion. On le savait, mais là, on en a la preuve. Et 2, lorsqu'on réintègre les coûts du conseil par honoraire au coût d'une SICAV ou d'une OPC qui serait clean share, on arrive exactement au même coût, voire même un peu plus cher que des SICAV qui sont retail. Et on en reparlera dans un instant. On va parler de la rémunération dans un instant. On va marquer une pause. D'abord, une petite publicité, et puis ensuite, la chronique de Céline Laurent. À tout de suite. En 2022, nous allons améliorer la sélection de nos unités de compte. Notre raison d'être, en fait, est d'offrir à nos clients et à leurs conseils des contrats d'assurance vie adaptés à la préparation de leurs objectifs, que ce soit la retraite ou autre. Et surtout, nous devons favoriser la rentabilité de ces placements.
Alors, cette rentabilité repose certes sur l'allocation de cette épargne, mais aussi sur le choix des unités de compte qui la sous-tendent. Nous avons déjà travaillé à cette sélection, en particulier pour l'immobilier et le private equity, mais aussi pour d'autres catégories comme l'ISR ou les ETF. En 2022, nous avons l'intention d'élargir cette sélection aux OPCVM, aux EPC classiques donc. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'un CGP qui travaille sur les besoins et les objectifs de son client, qui crée l'allocation optimale pour répondre à ses besoins, puisse avoir en sous-jacent les meilleures unités de compte du marché correspondant aux différents secteurs qu'il a choisis pour optimiser le résultat de l'épargne de son client. Nous n'avons pas encore choisi la méthode de sélection que nous utiliserons, mais notre ambition est de faire en sorte que, de manière très simple, un client ou un CGP puisse repérer les meilleurs UC dans chacune des catégories. Il paraît que la chance sourit aux audacieux. La chance, c'est pratique pour générer une forte surperformance. Mais dans nos métiers, il n'y a pas de place pour le hasard. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des solutions concrètes qui ont fait leurs preuves pour protéger et optimiser la gestion des patrimoines financiers. La première astuce, elle consiste à déléguer le pilotage de l'allocation à une société de gestion. Elle s'occupera de la sélection UC et des contraintes administratives liées à chaque arbitrage. Quel gain de temps! Des reportings précis et détaillés sont édités tous les mois pour vous permettre de ne pas perdre la maîtrise. Enfin, sur le plan réglementaire, une gestion pilotée simplifie non seulement vos obligations en matière de devoir de conseil, mais également en termes d'équité de traitement entre les clients. Et oui, puisque les arbitrages sont réalisés aux mêmes dates d'effet pour tous les contrats d'un même assureur. Pour cette raison, Norcia Life a développé une gamme de mandats de gestion qui répond à deux grands besoins clients: le respect de son profil de risque et le respect de ses convictions en matière d'engagement ESG ou de diversification immobilière. Dans les deux cas, les mandats investisseurs responsables et Fleximo affichent de bons résultats. La deuxième astuce parlera aux amateurs de gestion libre. Il s'agit des options de gestion financière des contrats d'assurance vie. Pourquoi chercher à rentrer au meilleur moment quand les marchés sont au plus haut? Comment savoir quand la hausse ralentira, quand le point bas sera atteint? Cessons de nous battre contre le temps. Au contraire, utilisons-le. Avec un versement programmé ou des options de réallocation de l'épargne, vous lisserez les points d'entrée de sorte que le prix moyen de l'investissement éliminera de facto le risque d'investir au plus bas. Vous tirerez profit au maximum des phases de hausse des marchés, tout en modérant l'impact des baisses éventuelles. En dehors des astuces financières, d'autres solutions différenciantes peuvent être envisagées pour sécuriser votre patrimoine. Je pense à la garantie protection personnelle que propose Norcia Protect. Et nous en reparlerons durant ces universités 2022. On ne le sait que trop bien. Dans la vie, comme sur les marchés, l'important, c'est la destination et le voyage en lui-même. Alors, en gestion libre ou déléguée, mettez toutes les chances de votre côté avec ces deux outils concrets. Retour en direct avec une question pour Daniel Collignon, qui est à distance, lui. Oui, effectivement, Daniel est à distance. La question pour toi, Daniel, elle est comment dire, extrêmement simple. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, que sont les fintech, qui peuvent être les agrégateurs. Les agrégateurs ont une position de plus en plus dominante sur ce marché-là. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'asset manager en tant que tel devra peut-être justifier un peu plus ses frais. Ou alors, si on est sur une gestion trop benchmarkée, on ira plus facilement peut-être sur des ETF. Mais la question par rapport à ça, c'est quelle est ta vision par rapport à l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans la chaîne de distribution? Est-ce que ces acteurs vont prendre plus en plus de place et quelque part au détriment de qui? Alors aujourd'hui, très clairement, ces acteurs n'ont pas pris la place qu'ils ambitionnaient. Ne serait-ce que parce que leurs résultats ne sont pas toujours aussi brillants. Je parle d'allocations automatisées, ils ne sont pas aussi brillants que ce qu'on pouvait en attendre. Mais ce que j'imagine dans l'évolution de la chaîne de valeur, c'est que certains maillons seront bien dissociés parce qu'ils auront un vrai service différenciant à apporter, et d'autres, par contre,
sont appelés à se rapprocher. On parle des robo-advisors, je voudrais aussi parler des agrégateurs. Pour moi, lorsqu'on parle de service global, un agrégateur devrait être un service rendu par une plateforme, non pas une espèce de concurrent de la plateforme. Donc, je pense qu'il va y avoir des gros changements à ce niveau-là qui sont prévisibles dans les années à venir. Et puis, un autre élément dans la chaîne de valeur, qui est l'intervention de différents niveaux de services. On parle beaucoup dans le système bancaire, dans les néobanques, de services freemium. Je pense qu'on arrivera dans des opérations de même nature pour l'assurance vie et l'ensemble des produits de placement, avec des produits extrêmement simples, pour des cas extrêmement simples, qui sont accessibles, entre guillemets, gratuitement. Et puis des niveaux de services qui seront payés soit par abonnement, soit en introduisant des niveaux de rémunération des systèmes de rémunération tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais qui sont dédiés à une vraie valeur ajoutée. Lorsqu'on dira à quelqu'un, je reviens donc aux offres de gestion, conseiller piloté et autres, lorsqu'on dira à quelqu'un, tu payes 0,20, 0,40 ou 0,60 ou n'importe quoi d'ailleurs, pour avoir une allocation d'actifs, eh bien, il faudra qu'en échange, on lui prouve que cette allocation d'actifs leur apporte plus que le prix qu'il a payé pour l'obtenir. Donc, cette notion de j'ai un service, je le paye, mais je vérifie, et c'est ce que disait Julia Serrati juste tout à l'heure, je vérifie que ce service est à la hauteur de son prix, me semble tout à fait fondamental pour les années à venir. Merci Daniel. Je retiens juste un point, c'est que la frontière finalement entre l'agrégateur et la plateforme, elle est un peu mince, enfin peut être parfois un peu mince dans ce que tu dis. Et le point qui est important et qui fera peut-être le lien avec ce que disait Julien justement tout à l'heure, c'est que des produits plus simples, peut-être pour s'adresser aussi à des clients de plus faible montant qui aujourd'hui n'ont plus accès ou de moins en moins accès au conseil. Tout à fait. C'est ce qu'on propose déjà dans certains cas avec des produits qui sont accessibles via Internet, et proposés par des CGP pour loger une clientèle qui a moins d'attente par rapport au service que leur clientèle traditionnelle. Merci Daniel. Merci beaucoup. Et on vous souhaite par parenthèse un prompt rétablissement ou en tout cas de ne pas avoir de symptômes. Laurent, une question qui rebondit sur l'Italie par Lionel Vrec. Le constat pour l'Italie, qu'il n'y a pas de changement avant et après la super plateforme pour le client, alors qu'elle ne se nourrit que de quelques bips. Dans ce cas, où est allée la marge ? Où est-ce qu'elle est ? Bonne question. Très bonne question. Eh bien, c'est naturellement réparti sur les autres acteurs. Enfin, il y a eu finalement très peu de changements. La plateforme, donc, elle est dans une stratégie de volume. Donc, effectivement, elle a besoin d'un gros volume pour pouvoir se nourrir. D'où ces quelques bits. Mais pour les autres acteurs, peu de changements. D'accord. Alors, j'ai une question par rapport à ça, justement. Daniel, tout à l'heure, parlait de la nécessité pour l'assureur par rapport à un compte titre. On va prendre un dépositaire bancaire et un dépositaire assureur. Ça tombe bien, au Luxembourg, il y a les deux. Donc, finalement, on se dit souvent qu'un assureur, pour le fait des unités de compte, est plus cher qu'un dépositaire bancaire. Et bien évidemment, parce qu'il y a la notion de fonds propres en face, d'assurance de liquidité, etc., ce qui explique cet écart de prix. Mais est-ce qu'il y a une vraie pression sur les prix au niveau du Luxembourg, au niveau européen, sur l'assureur ? Et est-ce que vous êtes finalement, vous, à une limite entre guillemets, d'acceptabilité en termes de rentabilité et qui pourrait potentiellement mettre en péril votre capacité d'investissement ? Alors, je te rejoins, on est arrivé à la limite où, effectivement, on n'a pas envie de descendre plus bas. Parce qu'on a parlé de digital précédemment, effectivement, il y a quand même des choses qui sont devant nous. Il y a des énormes investissements digitaux qui ont été réalisés ces dernières années et qui vont encore se poursuivre. Donc, effectivement, là, au niveau des prix, en ce qui concerne l'incompréhensible assureur, je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Alors, Luxembourg est intéressant parce que nous, la chaîne de valeur, on l'a déjà découpée. C'est dans nos gènes, puisque lorsqu'on répond à des sollicitations de partenaires CGPI, family office ou banque, ils nous interrogent en appel d'offres. Donc, ils vont demander à l'assureur quels sont tes incompressibles. Après, ils vont demander au gérant financier quels sont tes incompressibles, au dépositaire quels sont tes incompressibles. Donc, on fournit, on parcellise, on a découpé la chaîne de valeur et chaque acteur de fournisseur, producteur, distributeur, conseiller
va pouvoir expliquer de façon tout à fait transparente qui prend quoi et qui donne quoi en contrepartie de cette rémunération. Donc nous, on est déjà depuis de nombreuses années dans cette, totale transparence. Alors, ce que l'on constate, et je rejoins complètement Julien, c'est que clairement, plus de réglementation imposant plus de transparence, clairement, ça ne fait pas baisser les prix. En tout cas, au niveau global, pour le client, les prix ne baissent pas. Par contre, effectivement, ça exige que chaque partie extériorise sa valeur ajoutée et explique concrètement qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça élimine les mauvais et ne reste que les bons. Voilà. Je poursuis peut-être avec une question de Pascaline Godard qui vous intéressera, Julien. Dynamisé par la crise sanitaire, les phénomènes de digitalisation et de plateformisation, puisqu'on est en train de parler de ça, continuent de se développer. Une refonte plus globale des modèles apparaît néanmoins incontournable pour mieux intégrer les réseaux physiques à des logiques plus que jamais omnicanales. Dès lors, quels sont les axes de réponse apportés pour adapter les réseaux commerciaux à ce nouvel environnement? C'est une question large, mais intéressante. Effectivement, la crise sanitaire, elle a accentué une évolution qui existait déjà, qui était la digitalisation des cabinets. Alors, la digitalisation, c'est la visioconférence, comme on le voit là avec malheureusement avec Daniel. Oui. C'est aussi évidemment tous les systèmes de signature électronique. Donc, il y a comme ça une vague massive de digitalisation des cabinets. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vaut pour les petits cabinets comme pour les cabinets les plus importants. Donc, c'est vraiment une évolution tout à fait structurelle. Et cette évolution, elle nous permet de nous détacher finalement des tâches les plus administratives, on va dire les plus rébarbatives, ou du moins des tâches dans lesquelles on apporte le moins de valeur ajoutée, pour se concentrer sur ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est-à-dire le conseil. On parlait tout à l'heure des courtiers en ligne. Les courtiers en ligne, pour moi, ça n'a jamais été un concurrent pour les CGP. D'ailleurs, les courtiers en ligne existent depuis 20 ans. Ce n'est pas nouveau, les courtiers en ligne. Pourquoi ? Parce que ces courtiers en ligne, ils s'adressent à une clientèle qui met un ticket moyen de 1 000 à 2 000, 3 000 euros. Ce qui n'est pas la clientèle des CGP. Oui. Et qui est de toute façon une clientèle... C'est 10 000 euros le contrat moyen en France, non? C'est pas 3-4 000, si je me souviens. Ah, 3-4 000 encore. Ouais, c'est plus faible que ça. On a fait une étude sur ce sujet-là, un livre blanc de la commission Innovation et FinTech de la Chambre qui reprend ces éléments-là, qui sont très intéressants. Et si le fait que vous, en tant que CGP, c'est toujours l'exemple que je donne, vous ne pouvez pas justifier que vous coûtiez 0,30 ou 0,40 ou 0,50 de plus qu'un courtier en ligne qui n'assure aucun service, changez de métier. Je dis ça de manière un peu provocante, mais c'est la réalité. Ouais. Si votre valeur ajoutée, c'est même pas 0,40 ou 0,50 sur une allocation d'actifs, changez de métier. Deux dernières questions. J'ai une question qui va être volontairement provocatrice, mais aussi, sur cette notion de chaîne de valeur, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, quel que soit le modèle, le coût pour le client est le même, qu'il y a une pression sur les prix de part de l'assureur, d'émergence de nouveaux acteurs qui, quelque part, vont peut-être aider le conseil. Est-ce que le conseil, aujourd'hui, alors pas provocatrice, mais je ne vais pas dire trop payé, mais est-ce que sur la rémunération qui est celle du conseil, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il est prêt à lâcher une partie de ses rémunérations pour s'outiller ou pour laisser de la marge à des outils qui peuvent l'aider dans son quotidien? Le conseil n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'il y a 15 ans. C'est vrai. Il est beaucoup plus sophistiqué. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 15 ans. Un client, la partie conseil, c'est vous voulez ouvrir un contrat d'assurance vie, bon, très bien, on va vous aider à rédiger les clauses bénéficiaires, puis c'est terminé. Aujourd'hui, quand le client vient vous voir, il a en fait une demande qui est beaucoup plus sophistiquée. Il faut restructurer tout le patrimoine, il faut prendre en compte les différentes vies qu'il a pu avoir, notamment les différentes vies matrimoniales, et donc des enfants qui sont différents lits. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué. Et comme les CGP ont acquis la confiance de leurs clients, le client, c'est au CGP qui veut parler. Il ne veut pas aller voir un autre professionnel. Et s'il y a besoin d'aller voir un autre professionnel, il veut que ce soit le CGP qui coordonne tout ça. Donc, le conseil est aujourd'hui beaucoup plus sophistiqué qu'il y a 15 ans. C'est donc normal qu'il soit valorisé d'une manière plus élevée qu'il y a 15 ans. D'accord. Alors, question par rapport à ça, il y a toujours un point, c'est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment un risque que le conseil en gestion de patrimoine, comme en Hollande, ne s'intéresse plus qu'à un certain niveau de clients, laissant quelque part sur le côté, du fait du coût de la réglementation, du fait de la complexité des dossiers ou de la plus grande complexité des dossiers, laisse de plus en plus certains clients à moins de 100 000, 200 000 sur le côté ne s'y intéressent plus. Et que finalement, ces gens-là se retrouvent quelque part démunis par rapport à... Alors je sais que vous faites des sondages pendant l'émission, j'avais une vraie question pour un sondage, on ne va pas avoir le temps malheureusement. On verra après. Quel est le ticket d'entrée minimum
d'un client qui veut du conseil aux Pays-Bas. 500 000 euros. 500 000, c'est beaucoup. 500 000 euros. C'est-à-dire qu'en dessous de 500 000 euros aux Pays-Bas, vous n'avez pas de conseil. Il n'existe pas. Tu n'existes pas. C'est moins de 1% de la population néerlandaise. Donc on a 99% de la population qui se retrouve sans conseil. Alors, sans conseil, c'est soit seul vis-à-vis du banquier, qui fait quand même un petit peu de conseil, je l'espère, mais qui est quand même avant tout un commercial, soit face à des plateformes non pas de qualité comme celle de Norcia, mais des plateformes Internet, où le client se retrouve à choisir lui-même son allocation d'actifs et les différents produits. Dernière question à Laurent. J'ai plus de questions pour l'instant. T'as pas de questions des téléspectateurs. C'est affreux ce qui est en train de se Vous me passer. posez une question. Exactement. Donc, je rejoins complètement Oui, ce que dit Julien, avec effectivement la notion de ticket d'entrée au conseil. Oui. On a regardé les chiffres en Angleterre. Le coût d'acquisition d'un client, c'est 1 500 euros. Donc vous passez le pas de la porte d'un conseiller en gestion de patrimoine à Londres, c'est 1 500 euros qui sortent de la porte du CGP. Donc il faut avoir effectivement, au bas mot, au moins 500 000 euros pour que ce coût d'acquisition soit amorti. Donc clairement, on va très probablement, ce que disait Daniel, vers deux types de distribution. Distribution en ligne, plateforme simple, pratique, pas chère pour le mass market. Et puis effectivement, la distribution dite, nous on disait sélective, où on va chercher du conseil. À Luxembourg, c'est un beau laboratoire. Sachez que le ticket moyen de la Mondiale Europartner, c'est 1 300 000. Donc contrat on est loin des 3 000 euros du contrat moyen français. Donc et qui on a en face de nous? Eh bien, effectivement, on a en face de nous des CGP, des family office et des banques de gestion de fortune qui délivrent énormément de conseils à leurs clients qui sont énormément en besoin de conseils. D'accord. Le résultat il y a une différence entre les différents pays. Est-ce qu'il y a des tickets moyens? Le ticket moyen français est peut-être moins important que l'italien ou plus important que le Royaume-Uni ou pas du tout? Non, très sincèrement, entre la France et l'Italie, qui sont nos deux gros marchés, on couvre 70% du marché, c'est vraiment similaire. Vraiment similaire. D'accord. Résultat du sondage à la question: avez-vous conscience de l'importance de la chaîne de valeur dans votre domaine? Oui, 87%. C'est écrasant, ça va vous rassurer forcément. Merci infiniment à tous les deux. C'est un vote soviétique. C'est un vote, c'est un vote de révolution. Oui. Seulement soviétique, on n'est pas encore nord-coréen, mais on verra tout à l'heure. J'ai été élu avec plus de voix que cela, donc ça ne me choque pas. Oh, très bien. C'est l'occasion de le rappeler. Restez avec nous, je suis sûr que ça va vous intéresser, la deuxième partie de l'intervention de notre grand témoin John Rochard, puisque là, on va parler de l'industrialisation. Bref, pour le dire autrement, est-ce qu'une machine, une intelligence artificielle va pouvoir remplacer les CGP? C'est tout de suite. Alors, la révolution, c'est ne rien révolutionner, c'est tout améliorer. On veut continuer à réenchanter l'expérience partenaire avec plus d'offres, plus de services et plus de relations. Alors plus de relations, donc avec plus de commerciaux assis et debout pour être plus proches de vous, plus à l'écoute pour vous simplifier la vie. Plus de services, eh bien, c'est forcément le digital. Donc à partir de T1, on va vous offrir un module d'arbitrage et de rachat full digital. Et fin du T2 2022, vous aurez à votre disposition un module de souscription full digital. Et puis bien entendu, l'enrichissement de l'offre avec plus d'unités de compte, plus de financiers, plus de fonds de côté, plus d'ETF, plus de titres vifs, plus de sociétés de gestion, il y en a déjà 240, plus de banques dépositaires, il y en a déjà plus de 100, et bien entendu le lancement de notre contrat de prévoyance international sur le marché européen.